gouvernement au chevet des blessés du Diola, Mama Diorbo, est allé les voir ce matin dans différents hôpitaux. Dans ce journal également, un week-end, une région à Kolda, ça sera dans un instant avec Radikan. Après donc l'accident, le gouvernement s'est rapidement occupé des blessés et des rescapés. Beaucoup d'entre eux se trouvent actuellement à l'hôpital principal et à Le Dantec. Voici maintenant le témoignage d'un de ces rescapés interrogé par Angélique Manga. C'était dans son lit d'hôpital. Effectivement, la situation était un peu difficile. Hier, quand on est allé jusqu'aux environs de 22 heures, il y avait une orchestre qui faisait la musique là-bas dans le restaurant. Donc les gens, ils étaient presque tous dans le restaurant, dans le bar. Et voilà, après cela, le vent, quand il est venu, ils ont fermé les fenêtres du côté d'où ils sortaient. Et donc, ils venaient, je crois, bien de l'Est, le vent. Donc, ils ont fermé ce côté. Et donc, nous, on était de l'autre côté, du gauche. Et là, la pluie est venue pour ne pas que les gens se mouillent. Donc après, tout d'un coup, le bateau s'est incliné. Ils ont arrêté la musique. S'est incliné et puis il est allé un peu plus s'incliner. Et alors, les gens sont arrêtés, ils ont arrêté la musique. Les gens essayaient de se tenir. Et donc les bagages s'inclinaient et glissaient vers notre côté. Et donc moi aussi, je faisais partie des gens qui essayaient. Moi, je me suis levé, j'ai essayé de fermer la fenêtre qui était devant nous parce que après, finalement, on voyait les vagues quand ils venaient. Donc ils entraient, quoi. Donc je me suis levé, j'ai fermé ces vitres. Et là, tout d'un coup, avec les bagages qui étaient dans le bateau, il y avait donc les bagages sont glissés aussi d'un côté. Et finalement, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir. Les gens ne pouvaient pas, parce que c'était difficile, ils s'inclinaient. Finalement, le bateau est allé, s'est renversé carrément. Donc quand il s'est renversé, l'eau qui sortait, l'eau commençait à sortir de la fenêtre que j'ai essayé de fermer. Mais avec ma seule puissance, je ne pouvais pas le faire, quoi. Alors, avec la pression, l'eau m'a pu dégager et puis l'entrer, quoi. Donc dans le restaurant, nous qui étions là-bas dans le restaurant, on était nombreux là-bas. Donc l'eau nous a trouvés là-bas. On a essayé de nager là-dedans avec les bagages, c'était difficile. Il y avait une seule fenêtre. Les gens cherchaient, tout le monde était là pour chercher cette fenêtre. C'était difficile pour nous. Donc moi, ce sont les ampoules, parce que le bateau, quand il se renverse, tu as le côté de là-haut qui revient à un côté vertical. Donc finalement, tu montes, crois que tu montes verticalement, mais c'est sur le côté qui avait les ampoules, quoi. Donc on essaie de monter là-dedans. C'était là le témoignage d'un rescapé du Diola. Nous reviendrons bien sûr sur la visite du Premier ministre dans notre grande édition à 20h30. Les facteurs techniques ne sont donc pas en cause dans la catastrophe que vient de subir le Diola avant-hier. C'est le point de vue du capitaine de frégate El Hadj Abibou Faye, ancien commandant du bateau le Diola. Il était hier l'invité de notre édition de 20h30. Nous allons le réécouter. Présenter les conditions nécessaires pour prendre la mer. Oui, donc c'est un petit problème technique. Nous allons revenir dans un petit instant sur cet élément. C'était donc le capitaine de frégate de El Hadj Abibou Faye, ancien commandant du bateau le Diola, donc qui explique que les facteurs techniques ne sont pas en cause dans la catastrophe que vient de subir le bateau le Diola. Je pense qu'on peut maintenant l'entendre. Dû essentiellement au mauvais temps, à la météo. Donc, des problèmes techniques ne peuvent pas être mis en cause. Alors, est-ce que cela veut dire que peut-être les précautions élémentaires n'ont pas été prises, à savoir prendre l'avis de la météo avant de prendre la mer? Vous savez, madame, dans notre formation d'officier de marine, nous avons des cours de météo. Et tout commandant de bateau, en prenant la mer, prend la météo. Donc, mais les conditions météo, et quand un bateau en mer rencontre un mauvais temps,
quand il rencontre un mauvais temps, donc par conséquent, il y a des mesures appropriées que le commandant du bateau prend automatiquement. Et dans ce bateau, c'est sûr, quand le bateau a rencontré ce mauvais temps, toutes les mesures ont été prises pour affronter ce mauvais temps. Oui, on parle du mauvais temps, certes, mais est-ce que le bateau était vraiment en état d'affronter la mer, justement, pour pouvoir tenir le coup? Est-ce qu'une tempête, je ne sais pas si elle était grande ou pas, a pu quand même faire chavirer le bateau? Certains disent qu'il fonctionnait qu'avec un seul moteur. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Madame, là aussi, sous le coup de l'émotion, nous avons entendu un peu tout, mais sous le coup de l'émotion. Ce bateau fonctionnait sur ces deux moteurs. Donc les deux moteurs du navire fonctionnaient. Et l'équipage du navire également, à la Marine nationale, est sélectionné. Le commandant du bateau, il a une grande expérience de la mer. Il a plus de 21 ans de service. Et il a été choisi pour commander ce bateau. De même, l'équipage également à la Marine. Le chef d'état-major de la Marine n'envoie pas n'importe qui, si vous me permettez l'expression, à bord de ce bateau. L'équipage est sélectionné. Par conséquent, les problèmes techniques, comme je vous ai dit tantôt, ne peuvent pas être mis en cause. Donc le bateau, techniquement, présentait les conditions nécessaires pour prendre la mer. On se le rappelle, les rotations du Joola avaient repris le 10 septembre dernier, il y a maintenant 18 jours. Cela, naturellement, avait suscité beaucoup d'espoir du côté de ses usagers. Aujourd'hui, c'est comme un espoir avorté. Félix Manga. 17 jours. 17 jours seulement après que le bateau le Joola a largué les amarres, c'est tristesse et désolation qui sont recueillies en cette matinée du 27 septembre 2002. La catastrophe aurait sonné dans la nuit de jeudi vers 23 h. Une violente tempête serait à l'origine de ce drame du bateau. Un bateau qui avait à son bord 796 passagers. Parmi ces derniers, on compte beaucoup d'élèves et étudiants et une école de football également. La reprise des rotations du bateau le 10 septembre dernier avec beaucoup de bonheur chez les populations. Pour certains, c'est le processus de désenclavement de la région naturelle de la Casamance qui est enclenché. Pour les commerçants et autres usagers du bateau, l'heure est plutôt à la reprise de l'activité économique. Les ministres du Transport et des Forces armées avaient rassuré et assuré tout le monde quant à la sécurité des biens qui empruntent le Joola. Aujourd'hui, le rêve est plus que brisé. Actuellement, les autorités sont à pied d'œuvre. Le gouvernement a installé un comité de crise pour suivre l'évolution de la situation. Le plan Orsec a été déclenché, un numéro vert installé pour les parents. D'autres dispositifs sont également mis en branle pour secourir les naufragés du Sud. La RTS, la radio-télévision du Sénégal, présente à l'occasion de cet accident ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu'à tout le peuple sénégalais. Et puis un petit mot de cette conférence qui se tient actuellement à Dakar. C'est une conférence internationale consacrée au VIH-Sida. C'est une grande réunion qui a commencé ce matin. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Mme Eva-Marie Coll-Seck, explique ici les enjeux de cette rencontre et c'est au micro de Yorosa. Je voudrais vous rappeler qu'il y a beaucoup de conférences internationales sur le sida. Mais cette conférence est une conférence spécifique de prise en charge. Et c'est ça l'importance. C'est-à-dire que pendant tous les jours où les acteurs vont se réunir, ils ne parleront et n'échangeront que sur la prise en charge. Cela permet réellement de faire des avancées. Et ce que nous avons décidé aussi, c'est de ne pas parler d'anecdotes seulement, mais dans le sens de qu'est-ce qu'on a appris dans la prise en charge au niveau communautaire, ce qui permet aux différents pays, aux différents acteurs, ONG et autres, d'utiliser ces expériences concrètement dans les pays. Je voudrais vous rappeler également que l'Afrique est le continent, donc peut-être aussi qu'il y a le moins de moyens pour prendre en charge les malades au niveau des hôpitaux et autres. D'où l'importance de ce genre de réunion en Afrique. Et cela permet également de sensibiliser nos
qu'ils soient politiques, religieux, communautaires, pour être un peu plus sensibles encore à la douleur des personnes et des familles. Parce que simplement aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire. Et nous, si nous organisons cette réunion au niveau de Dakar, nous pensons que c'est une réunion qui sera utile pour le Sénégal, mais également utile pour tous les pays africains et pour les pays dans le monde d'une manière générale. Un week-end, une région, c'est dans la capitale du Fouladou, à Kolda, où il y a actuellement Khadi Khan. Bonjour Khadi. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'un week-end, une région à Kolda. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la diversité de l'Anambé, de l'état des cultures à Kolda et enfin de l'agriculture toujours dans le bassin de l'Anambé. Comme je vous le disais tantôt, les cultures maraîchères sont à l'assaut de l'Anambé pour se soustraire à la tyrannie de l'arachide, une alternative qui a déjà des résultats en espèces trébuchantes de l'Aïbari. Dans cette partie du Fouladou, la terre existe. Il y a de l'eau en abondance toute l'année et cela construction des barrages sur la rivière Kayanga. Le bassin de l'Anambé est une zone agricole et pastorale par excellence. Mais malheureusement, malgré les aménagements hydro-agricoles et l'introduction de la riziculture irriguée, les résultats sont encore en deçà des potentialités de la région. Les techniciens de la Soragri, avec le démarrage, misent beaucoup sur la diversification agricole. La Sodefitex envisage de faire du coton irrigué dans la zone, avec son programme de multiplication de semences. Il est également envisagé l'introduction des cultures maraîchères dans la zone. Des cultures avec des rendements plus élevés que les céréales à la vente. Notre objectif principal, c'est de créer une certaine diversification. Nous ne sommes pas trop loin de la rivière d'Anambé pour qu'on puisse en faire un périmètre typiquement maraîcher avec un centre commercial. L'impact est réel parce qu'en fait, depuis un certain temps, les gens sont au niveau de la riziculture. Et vous savez, un hectare en maraîchage peut produire avec la patate dans l'ordre de 30 à 40 tonnes. Et maintenant, le kilo de patate à Djaoubé coûte 200 francs. Donc 40 tonnes multipliées par 200 francs, c'est 8 millions. Alors qu'on ne peut pas l'avoir en grande culture. Dans des champs tests comme celui-ci, les femmes, avec des installations sommaires, s'adonnent à la culture de la tomate, du piment et du gombo. Pour cela, elles bénéficient encadrement de techniciens vietnamiens. Au niveau de Maraoué, nous travaillons avec les femmes au maraîchage, les puits et les systèmes d'irrigation pour maraîchage. Mais je pense qu'en conséquence, nous avons beaucoup de maraîchage comme pommes de terre, oignons, patates. Et les paysans gagnent produits et vendent au marché d'Aoué. Certains agriculteurs se sont lancés dans la culture maraîchère à fait de la tomate. Ces performances ont fini de convaincre ses voisins qui sont désormais décidés à suivre son exemple. Ça fait 4 ans que je pratique cela dans ce milieu. Bon, c'est une chose qui me plaît beaucoup, que je connais aussi. Bon, je souhaitais même beaucoup faire quoi. Ce n'est pas s'arrêter sur ça tout. Pourquoi? J'aimerais élancer ça dans le milieu quoi. Et puis c'est ça que j'ai fait dans le milieu aussi. Parfois ça monte jusqu'à 15 000. La détermination et les résultats obtenus par Bénédicte Diémé ont fini de convaincre les plus sceptiques. L'Anambé peut bien être le grenier de toute la région avec ses 4000 hectares de terre aménagés. L'état des cultures est relativement à Kolda, malgré un déficit pluviométrique, les premières récoltes sont déjà sur le marché. Seule ombre au tableau, les baisses de surface emblavées concernant l'arachide, un recul qui s'est fait au profit du coton. Un constat fait par Cheikh Traoré. Passé le temps des inquiétudes nées de la pause pluviométrique, la région de Kolda a commencé ses premières récoltes. Les marchés sont inondés par les céréales, l'arachide et la pastèque, des cultures au cycle court de maturité. L'hivernage a été vraiment bon. Vous savez, dans cette région, nous avons un hivernage qui dure à moins de 5 mois. La plupart des cultures qu'on voit sur le marché durent 90 jours en moyenne. Un tour dans les champs permet de mieux apprécier le comportement. Si on est encore loin de la bonne pluviométrie de l'année dernière, le ciel a été globalement généreux avec la région bien arrosée dans l'ensemble.
l'arrêt des pluies du mois de juillet. Nous sommes restés quelques 20 jours sans avoir la pluie. Forcément, il y a des incidences sur le comportement des cultures en termes de production. Donc, on doit s'attendre à une légère baisse au niveau de la productivité. Mais des inquiétudes, nous n'en avons pas. Avec les récoltes de cette année, le monde paysan ne craint pas une autre période de soudure. Les greniers seront bien remplis. Seule inquiétude pour les 800 000 habitants de la région, dont les emblavures sont à baisse. Une réduction qui s'est faite au profit du coton en nette progression. Un reportage de Abdoulaye Bari. À Soutouré, Kabindou et les autres villages du bassin de l'eau. Résultat, le lait coule à flot. Mais il faut dire qu'également, chose rare, la volaille est de plus en plus, pas à cause de la pluie bien sûr, mais plutôt d'un programme initié par la Sodagri, à l'intention des femmes de la localité. Plusieurs d'entre elles prient une formation destinée à renforcer leurs capacités dans le domaine de l'agriculture. Nous avons pu bénéficier d'une formation dispensée par les agents de la Sodagri pour lutter contre le yoko-yoko, la maladie de Newcastle ou peste aviaire. Nous pouvons administrer des comprimés aux... Ceci après une formation de 5 jours. Après avoir combattu les maladies qui s'attaquent à la volaille dans la zone, nous voudrions bien nous lancer dans l'aviculture. Ceci nous permettrait d'atténuer nos souffrances. Avec la diffusion de ces technologies à la portée des populations, plus besoin de faire venir le médecin vétérinaire juste pour administrer un vaccin. Avec ce programme de la Sodagri, dans certaines zones, le prix du poulet a connu déjà une certaine baisse. L'objectif à terme est de permettre aux populations d'avoir des supplémentaires et avant tout d'améliorer l'ordinaire des ménages. Voilà, mesdames et messieurs. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, oui. Pour d'autres informations, excellente fin d'après-midi et au revoir. Nous revenons maintenant sur l'accident du Diola. Nous n'avons jamais vu ces types de vents qui ont renversé le bateau. Tout le monde a été surpris. Il n'y avait aucun problème technique quand ça arrivait. Voilà un peu les premières déclarations des rescapés arrivés hier soir au port de Dakar. Ils étaient 23 en tout. 4 autres corps sans vie sont également arrivés hier soir à Dakar. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement étaient là. Les rescapés ont été accueillis avec un important dispositif médical afin de les soulager assez rapidement. Ibrahim Ndoye maintenant nous raconte ces durs moments. Laissez-le passer. Passage. Il était presque 21 heures quand les premiers rescapés sont entre la vie et la mort. 23 personnes en tout, parmi ceux qui ont pu réussir à échapper au drame, causé d'après certains témoins. Foudroyante, une pluie diluvienne des plus frappantes qui sème aujourd'hui la désolation et la tristesse chez des milliers de familles sénégalaises. Difficile de trouver les mots justes pour décrire l'atmosphère qui régnait hier soir au port de Dakar. Une profonde douleur se lisait sur les visages. Un important dispositif médical a été mis en place pour offrir les premiers soins à des rescapés qui ont du mal encore à comprendre ce qui leur est arrivé. C'était dur quand même, mais ça a surpris tout le monde. Oui, ça a surpris tout le monde. Au niveau des moi, j'ai jamais vu ces gens de vent là et de pluie aussi. Ouais, je suis marin, j'ai navigué longtemps, mais j'ai jamais eu un vent pareil. Il y avait un vent fort d'ailleurs, avec des gouttes de grosses comme ça. Ouais. Oui, il est parti très rapidement d'ailleurs, très rapidement d'ailleurs. Ouais. Dans les minutes qui ont suivi. Oui, très rapidement d'ailleurs. La gîte est venue très rapidement, ça s'est renversé. Ce garçon, plus connu sous le nom de Youda, est un artiste imitateur qui s'identifie à Youssou Ndour. Tous ses amis avec qui il a effectué ce voyage pour assurer l'animation dans le... Alhamdulillah, yàlla moo dogal li gaal gi moom vraiment dafa gaaw parce que man maa ngi woon ci restaurant bi jouer ak musiciens yi bi may jouer ba pare ma ne xaama dem féexlu si kaw terrasse bi ma yéegee 2 minutes mu commencé bis ci taw
mu tawee nag ci laa jafandu si kii noonu ngelaw bi ñëw ak doole affaire bi dem doole di dëpp ni di daanu ma jafandu si buy nekk si kaw flotteur yi affaire bi gën a dem ma flotté wu génn si biir ndox bi dem si buy yi laa jàppoon loolu daal moom sutura nga musiciens yi ñëpp dee na ñëpp kenn rëccu kenn gaal gi dafa dëpp ngelaw li la. En plus des 23 rescapés, 4 dépouilles mortuelles ont été ramenées, dont 2 jeunes filles, un enfant et un homme d'une 50aine d'années. Beaucoup de personnalités publiques, à la tête desquelles Mme et ministre Mama Diorbo sont venus s'enquérir de la situation et apporter un soutien moral soutenu par des actions d'urgence considérables à même d'alléger les souffrances. Depuis ce matin, avec une équipe d'une trentaine de médecins, environ 120 infirmiers et entre 150, autour de 150 secouristes. Bon, nous avons bénéficié de l'appui de 9 ambulances de réanimation et d'environ une trentaine d'ambulances de transport. Donc à l'heure actuelle, on peut dire qu'on a reçu grosso modo 22 à 24 victimes qui ont été évacuées dans toutes les structures sanitaires à l'heure actuelle et on est en train de faire le point pour avoir le nom et les destinations de chaque victime. Voilà, c'est le principe de travail que nous avons utilisé depuis ce matin. Entre minuit et 2 heures du matin, 2 autres bâtons ont accosté pour ramener d'autres rescapés et des corps sans vie. Merci beaucoup, Ibrahim. Les soldats mutins se seraient emparés d'une 3e ville hier. Le ministre ivoirien des Sports se serait aussi échappé des mains des mutins. Il était pris en otage par les mutins depuis le début du soulèvement. Gigantesque manifestation à l'occasion du second anniversaire de l'Intifada, la guerre des pierres. Hier, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé en Cisjordanie et dans les capitales du monde arabe. 12 000 Palestiniens ont pris part à une marche funèbre à Khan Younes à Gaza. À Ramallah, 300 personnes ont marché en direction de la mosquée. Le siège de la présidence palestinienne où est toujours retranché Yasser Arafat dans le dernier bâtiment qui tient encore. À Tulkarem, l'armée d'Israël a tiré à balles réelles pour disperser une foule de 1500 manifestants. Nous allons voir maintenant comment se sont passés ces derniers jours dans ces territoires occupés. Regardez, les nouvelles ne sont pas bonnes. Barrages renforcés, policiers et soldats des milliers dans les grandes villes, les services de sécurité israéliens ont été placés pour plusieurs jours en état d'alerte maximum. Des mesures décidées jeudi lors d'une réunion au ministère de la Défense à Tel Aviv. Les autorités craignent de nouveaux attentats à l'occasion du 2e anniversaire de l'Intifada qui coïncide avec la fin de la fête juive de Sukkot. Israël redoute aussi des représailles du Hamas après le raid manqué de la veille à Gaza. L'hélicoptère qui a tiré un missile en plein quartier populaire a tué dans leur véhicule 2 activistes du mouvement islamiste palestinien. Plus de 20 000 personnes assistaient vendredi à leurs funérailles. En revanche, l'un des principaux chefs de la branche du Hamas, Mohamed Deif, recherché depuis des années et qui était visé par l'attaque, a survécu. 25 personnes ont également été blessées, dont 10 enfants, ce qui a valu à Israël d'être à nouveau critiqué pour ses méthodes. Mais l'État hébreu est convaincu que ces actions sont le seul moyen de prévenir de nouveaux attentats suicides. Chaque jour, des militants du Hamas sont tués, comme ici à Tulkarem jeudi matin, ou encore la nuit dernière à Hébron, en Cisjordanie. Une nouvelle incursion. Par ailleurs, 2 blessés, la maison d'un militant du djihad islamique a été détruite. Enfin, à Ramallah, l'armée continue d'assiéger pour le 8e jour le quartier général de Yasser Arafat, où seraient retranchés, selon Israël, une vingtaine de dangereux terroristes. Voilà, c'est donc tout pour cette édition de la mi-journée. À 20h30, c'est Mamadou Ndiéguène qui sera là. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et bon après-midi.